Et ça, c'est le truc de l'humain. Toute cette terreur, toute cette peur continue de l'enfance, et j'insiste sur le mot continu, l'enfant, il n'a nulle part où aller. Il est là avec cette peur. Il a rien à en faire, il a nulle part où aller. Cette peur qui nous quitte jamais, même pas la nuit quand on est enfant, parce que c'est encore pire la nuit, parce qu'on a peur la nuit. Vous pensez qu'elle va où en grandissant? Si on va jamais la voir, elle ne va nulle part, cette peur. Elle est encore en nous, et elle prend la forme d'anxiété, d'angoisse, de phobie. L'anxiété, l'angoisse, les phobies, c'est quoi? C'est de la peur. Toutes font partie du spectre de la peur, de cette alerte interne qui est là depuis l'enfance et qui s'est jamais éteinte. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode. Pour cet épisode, tu peux m'imaginer devant mon ordinateur en train de pleurer, ensuite devant mon téléphone à la rivière, en train de pleurer dans un café, en retenant mes larmes cette fois pour ne pas pleurer en public. Ça, c'était le process de cet épisode et du prochain, parce que pour préparer ces épisodes, je vous ai lu. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un email à ma communauté, je voulais lancer une nouvelle série sur le podcast, une série où ce serait plus ma vie qui servirait d'illustration, mais la vôtre, vos histoires. L'idée, c'était de récolter les questions que tu me poserais si on allait boire un café ensemble. Ça, c'est une anecdote sur moi, je suis totalement snob du café. J'adore le café, mais uniquement le café de spécialité, c'est-à-dire celui qui n'est pas brûlé et donc pas amer. Bref, si tu allais prendre un café avec moi, qu'est-ce que tu me raconterais et quelles seraient tes questions pour moi? J'ai reçu des dizaines de réponses, plus de 60 réponses en tout, et je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à cette profondeur, à ce niveau de détail, pas à ce courage aussi. Parfois, j'avais le sentiment que la personne mettait des mots sur des choses qu'elle s'était jamais dites à voix haute, peut-être, même pas elle-même. Certaines personnes m'ont aussi écrit que écrire leur histoire avait guéri quelque chose en elles. Donc aujourd'hui, je veux honorer ces histoires et remercier absolument toutes les personnes qui m'ont écrit. Donc bien sûr, tous les récits n'arriveront pas dans le podcast juste pour une question de nombre, même s'ils sont tous hyper riches et hyper intéressants. Ici, j'ai essayé d'extraire des sujets les plus universels possibles parce que tu le sais, l'expérience humaine, elle est universelle et je vais le redire dans cet épisode, ça m'a vraiment marqué à la lecture de ces histoires. Donc l'épisode que tu t'apprêtes à écouter, il tourne autour d'une question que plusieurs d'entre vous m'ont posée, chacune et chacun avec ses mots, chacune avec son histoire, et cette question, c'est comment on revient dans son corps quand on s'en est coupé depuis très longtemps. Pas comment on comprend son corps, mais comment on y revient. Et moi, je vais aller plus loin en posant une autre question. Comment on s'y sent à nouveau à la maison? Tu sais, quand tu rentres chez toi, que tu sais que c'est ton cocon, que tu t'y sens bien, que tu peux te déposer, tu peux pousser un grand soupir et vraiment te poser. D'avoir ce même sentiment quand tu te connectes à ton corps. Et ça, c'est pas du tout une évidence quand on a traversé des traumatismes. Et c'est ce que vous décrivez presque tous et toutes. Vous comprenez, vous avez lu, écouté, fait le travail aussi même peut-être parfois. Vous savez bien parfois nommer ce qui se passe dans le corps. Il y a de l'hypervigilance, il y a du figement, il y a de la dissociation. Vous me l'avez écrit tout ça. Mais vous pouvez pas vous y déposer. Parce que le corps, il a pas encore reçu le message de suffisamment de sécurité, d'une masse critique de sécurité pour que ce soit justement ce cocon dont je parlais juste avant. Il est encore en alerte, il somatise, il fait pas confiance, ce corps. D'où cette question. Comment s'y sentir à la maison? Par où on commence? C'est la question de cet épisode. Donc je vais lire les histoires de 3 femmes, Lily, Céline et Salomé. Je vais les lire telles qu'elles me les ont envoyées et puis je vais leur répondre. Ça, c'est le format, c'est le concept de l'épisode. Et je me dois avant tout, bien sûr, d'apporter une clarification / un avertissement. Et cet avertissement, c'est que bien sûr, ces épisodes ne sont pas et ne remplacent en aucun cas une séance de thérapie ou toute autre forme d'accompagnement. Moi, je suis formée en Somatic Experiencing, en IFS, en théorie polyvagale et sur les traumatismes de façon générale. Donc mes réponses, je le crois, sont pertinentes.
Et il est évident que le format du podcast n'est pas une séance de thérapie. Ce format, il est pensé pour continuer à faire ce que je fais sur le podcast, c'est-à-dire expliquer les concepts en les illustrant de façon à ce que vous puissiez vous reconnaître dans ce que je partage. Donc je commence avec l'histoire de Lily qui m'écrit ça, qui me dit: si on se rencontrait autour d'un café, je pense que je te dirais ça. J'ai 50 ans passés et aujourd'hui je prends conscience que j'ai traversé plusieurs traumas dans ma vie. Il y a eu un abus dans l'enfance, dans le cadre familial, que j'ai pu verbaliser seulement à l'adolescence suite au décès de mon agresseur, mais pour lequel je n'ai pas été soutenue par le parent auquel je m'étais confiée. Au contraire, j'ai grandi dans un schéma de culpabilisation. Pendant longtemps, j'ai pensé que cette expérience était réglée. Parallèlement à ça, j'ai accompagné jeune, à la vingtaine, un de mes parents atteint d'un cancer sur un parcours difficile d'1 an jusqu'à son dernier souffle. Et plus récemment, j'ai dû accompagner l'autre avec la même maladie et un parcours très similaire jusqu'à son décès, en ayant à un moment à prendre la décision de l'accompagner jusqu'au bout. C'est à ce moment-là, il y a 6 ans, que tout est remonté très fortement. Un diagnostic de stress post-traumatique a été posé il y a 2 ans. Aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses sur le plan psychique, mon histoire, mes schémas, ce qui s'est joué dans ma famille et dans mon histoire. Je vois aussi que j'ai vécu en hypervigilance, en cherchant la sécurité à l'extérieur, en m'adaptant beaucoup, notamment au travers d'un surinvestissement dans le travail. Autre deuil à faire, je n'ai pas pu avoir d'enfant, rien d'étonnant. Je me rends compte depuis 2 ans que je me suis coupée de mon corps très tôt et que c'est lui maintenant qui s'exprime. Je vis des phases d'angoisse, de tension, de somatisation, comme si mon corps était en surcharge et en alerte permanente. Je sens que la guérison passe par le corps, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Pas simple de se choisir quand on s'est oublié pendant plus de 40 ans. J'ai aussi pris conscience il y a 2 semaines à peine que j'ai toujours été celle qu'on attendait que je sois pour maintenir le lien familial, relations amicales, professionnelles, etc. Jusqu'à fonctionner dans un mode sacrificiel pour être tout simplement aimé. Alors j'aurais envie de te poser ces questions. Quelle est la première chose simple que je pourrais mettre en place pour aider mon corps à retrouver un peu de sécurité? Comment faire quand on comprend les choses mentalement mais que le corps ne suit pas encore? Comment sortir de cette hypervigilance où la moindre sensation relance l'angoisse? Comment se retrouver quand on s'est tant oublié? Je voulais aussi te remercier pour tout ce que tu partages. Tes podcasts m'ont beaucoup aidé à me reconnaître et à mettre du sens sur ce que je vis. J'espère un jour pouvoir intégrer ton programme. Merci. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une enfant donc qui a dû se couper très tôt du corps. Aujourd'hui, l'adulte qui réalise « Ah, je m'en suis coupée depuis plus de 40 ans ». Il y a eu un abus, pas de soutien. Lily, tu parles de culpabilité. Et ici, j'aimerais proposer une autre émotion aussi, qui est copine avec la culpabilité et qui est celle qu'on rencontre principalement chez les personnes qui ont vécu des abus, c'est la honte. Une des différences principales, c'est que la honte, elle est plus viscérale. Elle loge dans le corps. Et je parle de la honte parce que dans le travail avec les traumatismes, dans le travail somatique, ce qu'on constate presque systématiquement chez les victimes d'abus, notamment d'abus sexuels, c'est que la victime intériorise, absorbe la honte qui devrait être ressentie par l'agresseur. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que souvent la victime a été dans une réponse de figement au moment de l'abus et s'en veut par la suite de pas s'être défendue, sans comprendre qu'elle ne pouvait pas se défendre. Le figement, c'est une réponse absolument brillante dans ce moment-là, puisque dans le figement, il y a un degré plus ou moins important de dissociation qui nous empêche de ressentir. Et c'est pour ça qu'il y a des victimes qui disent même « j'avais l'impression de regarder la scène de l'extérieur » ou « je savais que ça m'arrivait à moi, mais j'avais l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui le vivait ». Des personnes qui ne se souviennent plus. Et puis on a les levées d'amnésie traumatique, parfois des années, voire des dizaines d'années après. Tout ça, c'est de la dissociation. Et c'est brillant, parce que ce moment-là, il est tellement trop qu'il ne peut pas être vécu. Ça serait absolument mortifère. Donc voilà, tout ça pour dire que tu parles de culpabilité, et j'aimerais ajouter ce concept et cette émotion de la honte, parce que pour moi, le travail avec la honte, il est indispensable ici. Il y a plusieurs épisodes dans le podcast sur la honte. Il y a l'épisode 64, 66, 95 et 96. Vous pouvez écouter si le sujet de la honte vous touche. Je sais que c'était pas une de tes questions directes, mais je me suis un peu appesantie sur le sujet de la honte liée aux abus, parce que les abus sont omniprésents dans les histoires que j'ai reçues. Quand j'ai lu vos histoires, et j'en ai reçu encore une fois plus de 60, les abus sexuels étaient partout. Au tout début, j'avais lu genre 5 histoires, il y en avait 4 avec des abus sexuels dedans. Donc, si bien que j'ai eu un peu un effet Ace Study. Si t'as écouté, ça doit être dans l'épisode 57. Du podcast que j'en parle de l'Ace Study, c'est cette étude scientifique de grande ampleur qui a été faite dans les années 90 par le docteur Felitti et le docteur Anda. Et il parle, on peut voir des vidéos sur YouTube où il raconte tout le processus de cette étude qui a été fait sur plus de 15 000 personnes sur les traumatismes dans l'enfance. Et le docteur Anda, il raconte que quand ils ont eu les résultats de l'étude, il dit je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer devant l'ordinateur, devant l'écran, parce que j'ai eu cette réalisation
que les traumatismes dans l'enfance, ce qu'on croyait être l'exception, était en fait la norme. Ça m'a fait un peu cet effet-là. Là, c'est la norme, c'est pas l'exception. Et peut-être que en m'écoutant, tu te dis, elle tombe de l'arbre que maintenant, là, Camille, qu'elle travaille dans ce domaine depuis si longtemps. Mais vraiment, je vous promets, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose de savoir qu'il y a le mouvement MeToo, de savoir qu'il y a le procès Gisèle Pelicot, de savoir qu'il y a récemment 62 Million Men, d'avoir toutes ces choses portées à sa connaissance, de plus ou moins près ou de loin, parce que moi je reste plutôt loin de l'actualité. Il y a ça, et il y a recevoir des dizaines d'histoires de vraies personnes, je dessine des guillemets là ici avec mes doigts, tout le monde est une vraie personne, mais voilà, de recevoir ces histoires, et qu'après en avoir lu juste 5, réaliser qu'il y en a 4 où il y a des abus sexuels dedans. Je peux vous assurer que ça, c'est quelque chose qui vous traverse le corps d'une façon, pour moi, c'était une lame froide à l'intérieur de moi. Et juste des sanglots qui devaient sortir. Donc oui, moi aussi, dans ce travail, je reste connectée à mon propre corps, et moi aussi, je fais du travail somatique. Donc, je reviens à l'histoire de Lily. Très tôt dans la vie, un événement qui t'amène à te couper de ton corps, la honte et la culpabilité qui s'invitent dans l'expérience et qui rongent vraiment de l'intérieur, et qui fait que tu t'oublies. Et en même temps, tu ne peux que faire ça à ce moment-là, tu ne peux que t'oublier. Tu sais pas vraiment où tu es. Si t'as pas eu le soutien, le temps, l'espace de processer ce choc qu'est un abus, le corps il reste figé, dissocié, désorienté. Bien sûr qu'il y a un oubli de soi, mais déjà de par la dissociation. Et à partir de là, tout se fait depuis des stratégies d'adaptation, depuis un état de survie. Donc ta question, elle est la bonne. Quelle est la première chose simple que je pourrais mettre en place pour aider mon corps à retrouver un peu de sécurité? Ce qu'on veut faire, c'est sortir très doucement du figement, de la dissociation et de la désorientation. Et j'ai donné les ingrédients. Les ingrédients, c'est soutien, temps, espace, sécurité. Donc si j'allais boire un café avec toi, je te donnerais 2 choses simples pour commencer, en te disant de te faire accompagner aussi, bien sûr, de pas rester seul avec ça. Parce que tu as été seul après l'abus. Et donc, il y a une réparation qui doit s'opérer aussi à ce niveau-là, dans le lien, dans le fait de recevoir du soutien. Donc ça sera très important. Que ce soit un thérapeute, que ce soit un groupe, que ce soit même une amie ou un ami très cher, mais de vraiment aller réparer à cet endroit-là qu'il y ait du soutien. Il n'y a pas eu de soutien, il en faut aujourd'hui. On veut une expérience corrective. Et puis 2 choses pour se reconnecter et au corps et à l'environnement. Parce qu'il y a une dissociation du corps et de l'environnement, on oublie toujours l'environnement et il ne faut pas oublier l'environnement. 2 pratiques simples qui sont une pratique de Peter Levine qui est la douche en conscience et puis l'orientation. Donc la douche en conscience, c'est un exercice de Peter Levine dont il parle dans son livre qui s'appelle In an Unspoken Voice et c'est un exercice somatique qu'il propose. Il propose de prendre une douche, alors il dit avec un jet pulsé doux, ça peut être une pomme de douche normale. L'idée, c'est de procéder comme suit. Trouver la température qui est agréable, ça c'est déjà quelque chose. Qu'est-ce qui est bon pour mon corps, ok? Et puis après, avec le jet, c'est vraiment venir traverser le corps puis porter son attention là où va le jet. Concentrer son attention sur la partie du corps où il y a la stimulation du jet. Et la stimulation du jet, c'est intéressant parce que c'est une stimulation, c'est rythmique, ok? Et laisser la conscience se déplacer avec le jet. Donc, c'est mon poignet, c'est mon avant-bras, ok? Et vraiment essayer d'inclure chaque partie du corps et prêter attention aux sensations dans les différentes zones du corps parce qu'elles seront sûrement différentes. Et ressentir, même s'il y a des endroits peut-être, il y a un engourdissement, ou noter que, je sens moins la cuisse droite que la cuisse gauche peut-être. Et vraiment, en faisant cela, se dire, voilà ma tête, voilà mon cou, voilà mon bras, voilà ma cuisse. Tiens, bienvenue ma cuisse, bienvenue mon bras. On peut faire ça aussi. Si on veut pas le faire avec la douche, on peut le faire en tapotant, comme ça, des parties du corps. Et ça, c'est intéressant, ça ramène aussi du micro-mouvement pour sortir du figement. Et ça, pratiquer régulièrement, ça permet aussi de retrouver la conscience des limites de son corps en réveillant un petit peu les sensations via la peau. Et donc, c'est extrêmement, extrêmement utile, notamment aussi quand il y a eu abus, puisqu'il s'agit d'une violation de limite. Et puis ensuite, il y a l'orientation. Donc ça, c'est le fait de se laisser son regard se balader dans l'environnement où on est. Et plus que le regard, vraiment avec tous nos sens. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Se laisser connecter, absorber, intégrer l'environnement où on est. Ça permet vraiment de retrouver la présence à la fois dans le corps et mon corps dans l'environnement. Et ça, c'est crucial, fondamental. Pour ta deuxième question, comment faire quand on comprend les choses mentalement mais que le corps ne suit pas encore? Il faut lui donner le temps et l'espace. Et ça, c'est la partie qu'on ne peut pas presser, compresser, la partie incompressible.
Ok, on doit respecter le rythme du système. Et puis tu me demandes comment sortir de cette hypervigilance où la moindre sensation relance l'angoisse. Et ici, justement, grâce à ce triptyque corps, esprit, environnement. Je crois que beaucoup de personnes abandonnent le travail dans le corps parce qu'on les envoie exclusivement dans le corps. Et c'est trop, en fait, c'est too much. C'est too much. Pour quelqu'un qui est coupé du corps pendant si longtemps, c'est trop. On oublie l'esprit et l'environnement. Or, notre corps et notre esprit sont absolument indissociables et on est indissociable de notre environnement. On est impacté et influencé par notre environnement et modelé même par notre environnement en permanence. Donc, oui, je vais travailler avec le corps. Et puis, que me dit ma tête? On fait de la place pour ça aussi. Que me disent mes pensées? Quel sens donne ma tête à ce que je suis en train de vivre dans le corps? Et puis, quand ça devient trop, hop, on revient dans l'ici et maintenant. Je reviens dans la pièce où je suis. Ça permet de titrer, ça permet d'en prendre des petits bouts, ça permet d'y aller doucement. Voilà pourquoi s'orienter dans l'environnement, c'est indispensable. C'est une compétence à acquérir, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, titrage, pendulation, tout ça, c'est des concepts du travail somatique. On va prendre des petits bouts d'activation à la fois. Je te recommande mon épisode 47 sur le langage du système nerveux, qui reprend ces bases-là. Et puis, ta question, comment se trouver quand on s'est tant oublié? Ici, par petits morceaux aussi, le truc, c'est que dès que tu vas essayer de faire quelque chose pour toi, la culpabilité va arriver au galop. Tu peux en être sûr. Tu disais que tu étais dans des schémas de culpabilisation, c'est certain. Donc, vas-y doucement. Et ici, moi, j'adore le travail avec les parts de soi. Et l'idée, c'est d'aller voir les deux côtés de nous. Les parts de toi qui veulent se retrouver, et puis d'autres parts de toi qui trouvent la sécurité dans ton vieux fonctionnement, c'est-à-dire ce fonctionnement de t'oublier au profit des autres. Et c'est intéressant parce que quand on fait ce travail et qu'on voit qu'on écoute toutes nos parts, qu'on écoute les deux côtés, parce qu'il y a un conflit intérieur ici, ça résiste beaucoup moins. Si c'est pas très clair le travail sur les parts, je vous invite à écouter l'épisode 88 sur les parts de soi. Donc concrètement, t'en prends des petits morceaux. Par exemple, tu fais 5 minutes quelque chose pour toi. Tu sens comment tu te sens avant et puis tu te sens comment tu te sens après. Et c'est important, ça c'est vraiment important, de faire l'expérience. Parce que c'est ce à quoi on associe le temps pour soi. C'est ce qu'on voit sur Instagram, genre je vais prendre un bain, je vais m'allumer une bougie, nanana. Donc ce à quoi tu t'attends, c'est que ce soit agréable. Mais ça ne le sera sûrement pas. Au début en tout cas. Ou même pendant longtemps. Et tu dois le voir comme un entraînement. Vraiment comme si tu vas à la salle de sport, tu sais. Et tu vas muscler ce muscle de passer du temps avec moi-même. Et passer du temps pour moi. À la salle de sport, c'est pareil. Au début, c'est pas agréable. T'y vas, tu sais pas comment marchent les machines, tu sais pas comment bien faire les exercices. Après, t'as mal partout. Voilà. Et puis après, on devient de plus en plus pro. Et puis, ça devient qui on est. Ça commence à être agréable d'aller à la salle de sport. Et puis, on commence à protéger ce temps-là. Et à faire du temps dans notre agenda pour ça. Et à ce moment-là, quand tu commenceras à protéger ce temps, là, tu sauras que ça y est, il y a quelque chose qui a bougé. Donc, choisis des choses simples que tu aimes, ou au moins qui sont agréables / neutres, tu mets un timer et tu commences à les faire. Comme si tu devais faire ton sport. Petit à petit bout par petit bout, pour te retrouver. Puis tu sens ce qui se passe pour toi pendant ces moments-là. Et ça aussi, ça va avoir besoin de temps. Donc voilà ce que je pouvais dire, Lily, pour répondre à tes questions. Je passe maintenant à l'histoire de Céline. Tu m'écris. Petite fille anxieuse, timide, qui se sent souvent décalée. La mère de ma mère est tombée malade quand elle est enceinte de moi. Ma petite enfance est baignée par la maladie de ma grand-mère. Elle est décédée quand j'avais 3 ans. Ma mère retombe enceinte de ma sœur et elle l'appelle le bébé qui l'a sauvée. Elle a d'ailleurs le prénom de sa mère, donc de ma grand-mère. Moi, je deviens le mauvais objet et ma sœur le soleil. Je vois 2 comportements. Celui doux et prévenant avec ma sœur et froid et très sévère avec moi. Il peut y avoir des coups de tête, des colères, des fortes crises, j'ai souvent très peur. Aucune expression possible, je dois être parfaite mais ce n'est jamais assez. Je me sens responsable des colères de ma mère, coupable de tout. Adulte, j'ai beaucoup d'anxiété. Un TAG, donc trouble anxieux généralisé. Pendant 2 ans, une dépression postpartum, des phobies d'impulsion, de l'anxiété. Des situations traumatiques plus précises aussi, enfants dont je me souviens qui m'ont beaucoup marqué. Mon système nerveux est en hypervigilance et parfois dissocié ou figé. Comment faire pour sortir de ce cercle? Comment faire avec ce système nerveux qui a manqué de corrégulation? Peut-on vraiment corriger cela? Coucou Céline. Merci de m'avoir écrit. Tout ce que j'ai dit sur la sortie de l'hypervigilance, de la dissociation, du figement, ce que je viens de partager, bien sûr, s'applique ici à ton histoire aussi. Même si les histoires sont différentes, le système, il est allé dans les mêmes états. Et d'ailleurs, vous pouvez noter qu'il y a les mêmes mots qui sont employés. Oui, les histoires sont totalement uniques. Et en même temps, en vous lisant, j'ai été et je suis tellement marquée par la similarité des mots employés. Les sensations, les émotions, les états qui sont décrits sont les mêmes. Et pourquoi? Parce qu'un système nerveux est un système nerveux. Et qu'on est tous et toutes humains. Et que quand c'est trop, on va dans tel et tel état.
et on le vit de façon similaire. Voilà pourquoi je crois aussi très fort en la guérison en groupe, parce qu'il y a nécessairement tellement de résonance en fait. Vraiment tellement de résonance et ça multiplie les opportunités d'aller travailler à des endroits de nous où on pensait même pas peut-être devoir travailler. On avance vite en groupe, j'en suis certaine. Bref, je referme cette parenthèse sur l'universalité de l'expérience. Ici, dans ton histoire, le thème de la culpabilité, il est très présent aussi, avec cette différence terrible qui est faite entre toi et ta sœur. Et ici, à nouveau, c'est pas uniquement la culpabilité. Je veux aussi ajouter la honte. Il y a de la honte. La honte, c'est l'émotion de l'enfant qui évolue dans le type d'environnement que tu décris. Un environnement où on doit marcher sur des œufs, on doit essayer d'être parfait, parfaite, mais c'est voué à l'échec de toute façon, et donc du coup, la peur est omniprésente, et parfois même la terreur qui nous prend à la gorge comme ça. Et ça, c'est le truc de l'humain. Toute cette terreur, toute cette peur continue de l'enfance, et j'insiste sur le mot continu, l'enfant, il n'a nulle part où aller. Il est là avec cette peur. Il a rien à en faire, il a nulle part où aller. Cette peur qui nous quitte jamais, même pas la nuit quand on est enfant, parce que c'est encore pire la nuit, parce qu'on a peur la nuit. Vous pensez qu'elle va où en grandissant? Si on va jamais la voir, elle ne va nulle part, cette peur. Elle est encore en nous et elle prend la forme d'anxiété, d'angoisse, de phobie. L'anxiété, l'angoisse, les phobies, c'est quoi? C'est de la peur. Toutes font partie du spectre de la peur, de cette alerte interne qui est là depuis l'enfance et qui s'est jamais éteinte. L'anxiété, l'angoisse, les phobies, au niveau du système nerveux, c'est l'état sympathique. C'est l'état sympathique, c'est cet état qui aimerait fuir au combat, mais l'enfant, il n'a pas accès à ça. C'est un état qui a besoin de soutien. Donc on doit absolument se donner du soutien, de deux façons. Donc pour toi aujourd'hui, t'assurer que tu en as dans ta vie, dans ton environnement. Et vous voyez comme je tourne toujours autour de ces trois concepts, corps, esprit, environnement. T'assurer que ton corps sait ressentir le soutien. Ici, on peut travailler avec des objets, des coussins, une chaise, un mur, en fonction de ce qui te procure le plus la sensation de soutien, de sentir quelque chose qui te soutient. Parce qu'on peut recevoir tout le soutien du monde à l'extérieur, si notre corps il ne sait pas le recevoir, ça ne nous aide pas. On va toujours avoir l'impression d'être seul, de devoir tout porter seul, de pas avoir de soutien, même si concrètement il y en a ou il y en aurait, où on nous en a proposé, mais on ne peut pas le recevoir. Parce que le corps est fermé au soutien. Et sur ta question, comment faire avec ce système nerveux qui a manqué de corrégulation, peut-on vraiment corriger cela? Je réitère l'importance des relations, bien sûr, dans nos vies thérapeutiques en groupe, quand la corrégulation a manqué, bien sûr. Et bien sûr qu'on peut corriger cela. Oui, ça s'appelle la neuroplasticité et je t'invite à écouter les épisodes 51, 80 du podcast et l'épisode 124 aussi où je parle du nerf vague, un nerf qui est extrêmement affecté par le manque de bon attachement tôt dans nos vies. Donc voilà Céline, ce que je voulais te partager et reste connectée parce que je vais continuer ce sujet de l'attachement dans le deuxième épisode, voilà, avec d'autres témoignages, mais on continuera sur ce thème-là et je pense que ça résonnera énormément en toi aussi. Et on termine cet épisode avec l'histoire de Salomé qui m'écrit: j'ai énormément souffert de ma première expérience de grossesse avec un trimestre 1 de détresse due aux symptômes physiques, un trimestre 2 dans du combat et fuite intense avec ma famille, et un trimestre 3 avec de multiples violences obstétricales et gynécologiques, entre figement et effondrement, et s'en est suivi un accouchement hyper médicalisé avec travail actif de 33 heures, séparation avec bébé et séjour très anxiogène en maternité. Le désir d'enfant revient fort 2 ans plus tard, mais j'ai peur car je me sais dans le figement et l'incapacité à faire respecter mes limites, notamment face au personnel médical. Comment transformer mon expérience et vivre quelque chose de plus serein, joyeux, proche de mon corps? Ici, on est toujours sur le sujet du corps qui parle, et spécifiquement sur le sujet de la mémoire du corps, qui a vécu une expérience de trop à tous les endroits, pendant la grossesse, l'accouchement, post-accouchement. Et donc logiquement, de la peur et puis des réponses de survie à chacune de ces étapes. Ici, si on allait boire un café ensemble et que tu me disais, ok, comment travailler avec ça? Tu me dis, voilà, comment transformer mon expérience? Je te dirais, c'est intéressant ici parce qu'il y a une ligne de temps bien définie. Grossesse, accouchement, postpartum. Et donc, j'irai travailler toujours par micro-bouts, toujours ce principe du titrage. On vient travailler avec des petits bouts d'activation à la fois. Et je viendrai travailler avec la ligne de temps. Et travailler par micro-bouts pour venir à chaque endroit remettre ce qui aurait été nécessaire, ce dont tu aurais eu besoin. Parce que c'est un grand pattern, c'est un motif récurrent dans ton histoire. Puis tu le dis, je sais que j'arrive pas à faire respecter mes limites, donc je peux imaginer aussi une difficulté à exprimer tes besoins. Et donc ici, c'est de retraverser le narratif en disant, ok,
De quoi est-ce que j'aurais eu besoin? Puis venir remettre un protecteur compétent, de la sécurité, du soutien. De quoi il y aurait eu besoin? Un environnement favorable. Peut-être tu m'écoutes et puis tu me dis, mais comment tu veux remettre de la sécurité? Ça s'est passé comme ça s'est passé, on peut pas changer le passé. Et c'est pas ce qu'on essaie de faire, ok? Non, on ne peut pas changer le passé. Mais ce qu'on peut changer, c'est l'expérience que fait le corps dans le présent quand il se remémore le passé. Et donc, changer les sensations et les émotions associées aux événements. Et ça, c'est ce qu'on peut faire et c'est ce qu'on veut faire dans le travail somatique. Et pourquoi est-ce qu'on peut le faire? Parce que, comme nous l'explique très bien Gabor Maté, il nous dit, le trauma, il est dans le système nerveux. Le trauma, il n'est pas dans l'événement. Le trauma, c'est l'empreinte qu'a laissé l'événement dans notre système nerveux. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce que notre système nerveux, il est à l'intérieur de nous, il est encore bien vivant aujourd'hui et on peut travailler avec. L'événement, effectivement, on n'a plus de prise dessus. Il est passé, il est passé. Mais par exemple, donc comment est-ce qu'on va travailler avec ça? Pour les symptômes physiques, je vais prendre des exemples. Prenons, tu parlais des symptômes physiques de la grossesse. T'as pas donné d'exemple précis ici, Salomé. Donc, je vais prendre des exemples de moi, ma grossesse, et tu les appliqueras. Moi, j'ai eu beaucoup d'eczéma, par exemple, qui est revenu dans la grossesse. Je me grattais à pas endormir la nuit. Ajouté à ça, c'était l'été avec les moustiques. Il y avait des nuits entières où je ne fermais pas l'œil. En repensant à ça, c'est pas agréable dans le corps. Je peux presque sentir les démangeaisons et voilà. Et puis là, je peux me dire, ok, comment c'est de sentir que là maintenant, ça ne me gratte pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des allers-retours. Je vais faire ce qu'on appelle, je vais penduler entre le souvenir et le présent, le passé et le présent, jusqu'à ce que mon système, il retrouve une baseline de il puisse, ici je vais parler de calme parce que la démangeaison pour moi c'est le contraire du calme. On recherche pas toujours le calme, hein, mais ici ça s'applique bien. Je vais pratiquer jusqu'à ce que je puisse penser à ces nuits où ça me démangeait. Et puis, en même temps, sentir qu'en ce moment, tout va bien, en ce moment, ça me démange pas. Prenons les nausées, même chose. Comment c'est de savoir que là, maintenant, tu n'as pas de nausées? T'as digéré ton repas, tout va bien. Et je pendule. Prenons les réponses de fuite ou de combat du trimestre 2. Je suis prête à parier qu'il y a de nombreuses réponses qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Des réponses de survie. Alors, on va travailler à les compléter, ces réponses de survie. On va s'engager à compléter nos réponses de survie. On va s'autoriser, comment on va faire ça? On s'autorise à faire le mouvement qu'on aurait voulu faire. Faire le mouvement de courir, par exemple. Ou faire le mouvement de marcher pour quitter la pièce. Faire le mouvement de pousser un mur parce que j'aurais voulu repousser quelqu'un ou repousser un médecin pas respectueux ou un membre de ma famille. Taper dans un oreiller en repensant à tout ça. Et de façon optimale, on va vraiment travailler lentement ici dans le corps. Ok, l'idée c'est pas de tout décharger comme ça sans conscience. C'est vraiment de ralentir puis sentir l'impulsion. Si tu te reconnectes à ce souvenir-là, notamment sur les violences obstétricales, ça va être très important. Il y a plein de réponses de défense qui ont été ravalées là à cet endroit-là. Et donc, qu'est-ce que j'aurais aimé faire dans le moment? Sentir à l'intérieur. Et puis s'autoriser à le faire. On fait de mal à personne quand on fait ça. On le fait seul, de soi à soi. Et c'est tellement important que le système nerveux il puisse vraiment intégrer « je peux me défendre ». J'ai le droit et je peux, dans le sens de j'en ai la capacité. Prenons l'accouchement hyper médicalisé. On peut reprendre chaque moment, chaque étape en se demandant de quoi est-ce que j'aurais eu besoin dans ce moment-là. Et l'imaginer, est-ce que j'aurais besoin d'une personne? Est-ce que j'aurais eu besoin d'une odeur particulière? Est-ce que j'aurais eu besoin d'un environnement? Est-ce que j'aurais eu besoin qu'il y ait une certaine transition qui se fasse différemment? Que mon rythme soit respecté? De quoi est-ce que j'aurais eu besoin? Et l'imaginer. Et observer comment ton système nerveux répond à ce nouveau scénario, là maintenant dans le présent. Qu'est-ce qui se relâche? Qu'est-ce qui se détend dans le corps? Et encore une fois, il ne s'agit pas de changer le passé, mais de changer notre réaction dans le présent à ce qui s'est passé. Et le travail somatique, c'est ce qu'on fait en Somatic Experiencing, est absolument formidable pour ça. Et tu peux vraiment le commencer en autonomie. Faire ta ligne de temps, imaginer comment ça aurait pu se passer différemment, de quoi tu aurais eu besoin, intégrer des ressources dans ces moments-là. Donc prends le temps de faire ça, et puis après un moment sentir « Oh, j'aurais besoin de plus de soutien », puis de te faire accompagner aussi, bien sûr. Ici dans le podcast, j'essaie de vous donner un maximum de billes, si vous voulez, pour que vous puissiez faire en autonomie. Bien sûr, je ne le répète pas à chaque fois, mais ça va sans dire qu'un thérapeute, un praticien en Somatic Experiencing sont des ressources hyper précieuses pour tout ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut commencer aussi en autonomie si on a les grands principes. Et un des grands principes ici, c'est en prendre un micro-bout par un micro-bout. Tu prends un
tout petit bout d'expérience et puis ça suffit pour aujourd'hui. Ok, puis après tu continues ta vie, tu te ressources, ok, tu te réorientes en ici et maintenant et pendant que tu travailles, que tu pratiques, tu te réorientes super régulièrement aussi parce que bien sûr tu vas voyager dans le temps avec ta mémoire. Donc revenir dans l'ici et maintenant c'est super important et c'est vraiment une compétence à développer avant toute autre chose, avant tout autre travail. Et voilà comment tu vas transformer ton expérience et vivre quelque chose de plus serein, de plus joyeux, de plus proche de ton corps. Et Salomé, c'est ce que je te souhaite de tout cœur. Vraiment, vraiment. Donc voilà pour cet épisode. J'espère t'avoir donné des pistes pour répondre à cette question. Comment revenir dans le corps quand on s'en est coupé depuis longtemps? Parce que ce corps, il a fait plein d'expériences difficiles, des expériences de trop. Donc comment s'y sentir à nouveau à la maison? Écrivez-moi, cette fois c'est important pour moi, c'est un nouveau format. Dites-moi ce que vous en avez pensé, écrivez-moi un petit mail. Votre feedback est vraiment super précieux pour savoir si je continue ou pas ce type de format. Et comme d'habitude, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.